Bonsoir et bienvenue à la tanière des Tanuki Rollis. Ce soir, ce n'est pas une partie que je vous propose, car j'ai enfermé mes joueurs dans leur stase pour avoir un peu la paix et pour vous présenter un peu le cadre de jeu, ce que j'appelle le C, dans lequel nous jouons d'aventure Néphilim, qu'un Narbomarcius, Narbonne la mystérieuse. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai voulu créer mon propre C dans la ville de Narbonne? Déjà, c'est une ville de cœur à mes yeux. J'ai passé plusieurs années de ma vie, j'ai beaucoup apprécié et gardé de bons souvenirs. Et je voulais en faire un peu mon petit lieu, cadre de jeu, mon petit cadre de jeu personnel pour Nephilim. Car je suis maître de jeu sur Nephilim depuis plusieurs années. En tant que joueur, j'ai même connu la V2, fin V1, début V2. Et maintenant, je tourne avec la V5, avec les légendes. J'apprécie énormément. Mais il faut reconnaître que Nephilim est un jeu de rôle à l'univers, au lore ou au fluff, selon les temps que vous préférez, très riche. Il y a plus de 20 ans d'univers, donc c'est dur. Je n'ai pas eu la chance de lire tous les ouvrages à travers les différentes éditions qui sont sortis. C'est tâche, c'est chercher la sapience pour atteindre la Gartha que ceux qui ont lu tout doivent avoir peut-être atteint. Et du coup, à ma humble échelle de Tanuki, j'ai préféré concentrer mon petit Nephilim à moi, ma vision du monde de Nephilim, dans un cadre de jeu que je maîtrise, et donc qui sera donc Narbonne. Ça sera plutôt ma vision du monde Nephilim, qu'avec peut-être certaines libertés par rapport au lore officiel. Mais voilà, ça me permet, moi, de discuter d'un cadre de jeu que je connais, dont je peux vraiment tirer beaucoup et donner beaucoup d'informations à mes joueurs. Et pareil, leur permettre d'aborder Nephilim dans un cadre de jeu plus restreint, ou aussi pour apprendre l'univers petit à petit, sans avoir tout l'univers de Nephilim à aborder dès les premières séances de jeu. Pour cela que Mystica Narbomarcius a été créé. Et comment j'ai procédé? En fait, je me suis intéressé à l'histoire de Narbonne, mais aussi à ses légendes locales, à ses rumeurs qui circulent, pour légendes urbaines. Donner vie à ce site et à en tirer l'histoire, on va dire, invisible, l'histoire des Néphilim d'Anarbonne. Pour cela, j'ai fait plusieurs époques d'incarnation. J'en ai créé 8. Alors, 8 époques d'incarnation que je vais vous présenter au fur et à mesure dans l'ordre chronologique de l'histoire. Et je vous donnerai aussi, en termes de jeu, de mécanique de jeu, comment les aborder si jamais vous aussi voulez jouer à Narbonne. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui m'écoutent à Narbonne, qui ont envie de masteriser, qui ont envie de jouer, viennent dans leur ville de naissance ou ville de cœur. Et bien voilà, je vous donne quelques clés pour mettre cela en place. Donc, d'abord, rapidement, quels sont les 8 moments clés de l'histoire de Narbonne que j'ai retenus pour ce setting? Il y a la première, moins 118 avant Jésus-Christ, la fondation de Narbomarcius. Donc on va aller au cœur de l'origine de Narbonne. On va, quelques siècles plus tard, arriver en 413 jusqu'à la fin du 7e siècle avec le règne des Visigoths sur la Gaule narbonnaise. On fera un petit passage dans le temps en 719 à 793 pendant ce qu'on a appelé la présence arabo-berbère en Narbonnais. Quatrième période d'incarnation, plus courte, elle va de 1134 à 1160, l'on nomme la cour d'Hermangard, qui était une vicomtesse célèbre dans l'histoire de Narbonne, qui a marqué un peu son monde durant cette petite. La cinquième période, on la connaît beaucoup plus, car elle a toujours été présente dans Nephilim, en V2 jusqu'en V5. C'est 1208 à 1321, début chez Qatar.
car forcément, eh bien, Narbonne se trouvant aux portes des pays cathares avec Carcassonne, elle a été au cœur des événements de cette époque. L'autre époque d'incarnation qui arrive, quelques siècles plus tard, en 1642, une année bien précise qui m'a inspiré, c'est le complot de 5 mars contre un certain cardinal connu de tout. Là, bien sûr, je vous l'expliquerai en détail. On va après maintenant partir dans le XXe siècle pour nos deux dernières époques d'incarnation possibles à Narbonne. Il y a 1607 la révolte des vignerons du Languedoc. Étant donné que Narbonne est une terre de vignes, il est normal que l'on retrouve une période où la vigne est au cœur de l'histoire. Et la dernière, la plus récente, c'est 2012, c'est la folie de Bugarache. Cette fameuse montagne au sud du département de l'Aude, quelques kilomètres de Narbonne, où certains, soyons gentils, illuminés, ont cru que c'était un refuge contre la fin des temps et la fin du monde selon les Mayas. Donc voilà, ce sont des époques d'incarnation que j'ai choisi d'explorer à travers mon setting, qui permettront donc à vos joueurs, s'ils veulent vraiment créer, si vous désirez vraiment créer sur ce cadre de jeu de Narbonne, de vraiment rajouter ces 8 époques d'incarnation à celles qui existent déjà dans le bouquin de base et les différents suppléments qui a pu exister, mais en leur donnant plus une couleur locale, on va dire. Voilà, si vraiment vous avez des joueurs qui veulent faire partie de l'histoire de Narbonne, vous avez ces 8 incarnations à disposition, période d'incarnation. Ils ne sont pas obligés d'en choisir, hein, c'est selon leur pouvoir. Mais c'est vrai que ça peut toujours ajouter, quitte à jouer à Narbonne, autant exploiter tout le potentiel de la riche histoire de cette ville. Eh bien, je vous propose, amis, de commencer par la première période d'incarnation qui va être la plus grosse en termes de lore de compte. C'est moins 118 avant la fondation de Narbomarsus, car elle va amener des personnages finis qui vont être, dans mon cadre de jeu, majeurs, des éléments clés de l'histoire. Alors, pour cette période, je me suis renseigné un peu à droite à gauche pour voir les dates clés qui sont ressorties. J'en ai retenu 6. D'ailleurs, petite précision, lancée dans l'histoire invisible. De temps en temps, j'activerai le petit Tanuki alerte spoiler qui apparaîtra en bas à gauche de l'écran. Au cas où mes joueurs écoutent cette vidéo, il y a des informations qui ne sont pas encore censées connaître, donc si j'évite de se spoiler tout seul, bien attention à ce petit Tanuki hurlant dans son microphone. Bouchez-vous les oreilles, sinon instase. Et pareil, n'hésitez pas, si vous voulez être joueur sur ce cadre de jeu, à faire de même, à retourner en stase le temps que je finisse Tanuki disparaisse. Donc, comme je le disais, j'ai retenu 6 dates. Histoire que l'on connaît. Donc, moins 118, forcément, la fondation de Marsus. 45 avant Jésus-Christ, on a Jules César qui a installé sa 10e légion dans la ville. En 27 avant Jésus-Christ, c'est l'empereur Auguste qui a rendu visite à la ville. Et en 22, il en fait la capitale provinciale de la Gaule romaine, avant que ce soit Lugdunum ou Lutèce qui en devienne le cœur principal tel qu'on l'a connu dans les livres. En 145 après Jésus-Christ, il y a eu un autre événement majeur, l'année après Jésus-Christ. C'est la destruction de la ville complètement, soi-disant, par les archives, par un incendie accidentel. On n'en sait pas trop plus. Et en 160 après Jésus-Christ, c'est Antonin le Pieux qui fit reconstruire la ville. Donc voilà, ça, c'est ce que l'on sait de l'histoire de Narbo-Marsus. Maintenant, nous allons voir un peu plus ce qui s'est passé un coup. Qui est l'histoire invisible. Tout commence en 120 avant Jésus-Christ.
Le Néphilim se faisant connaître sous le patronyme de la divinité Sucélos, le dieu de la bière chez les Gaulois, s'installe dans la Gaule narbonnaise au sein du peuple élisique. Oh, garçon à l'écran. D'ailleurs, c'est pas encore spoiler, Tanuki. Hop. Laisse la place à Sucélos. Voilà, Sucélos. Donc, Sucélos est un satyre, donc un faérie, un néphilim de la terre, bon vivant, qui aime bien boire, bien manger, qui aime bien les plaisirs charnels, comme tout bon satyre. Pour lui, c'est les plaisirs de la chair et de l'estomac et de la boisson qui pourraient lui permettre d'atteindre l'Agartha. Les bouquins, c'est pour les éolimes. Pour lui, voilà, le savoir, la sapience se trouve dans les plaisirs du quotidien et les plaisirs de la vie. Ce Néphilim n'était pas seul, il a rencontré un autre individu. Atax. Atax est un sirène, magnifique, qui vivait les longs fleuves de l'Aude. D'ailleurs, petite anecdote, Atax, son nom n'est pas là par hasard, car c'était le nom original de l'Aude. Vous pouvez voir sur la map. Atax était le nom qu'on donnait jadis à l'Aude. Donc, c'était donc un sirène qui vivait à l'embouchure du fleuve de l'Aude. Tous les deux, Sucélos et lui, ont rencontré deux autres Néphilim faisant partie des premiers colons romains à arriver dans la région. Il y a eu d'abord Arak, ou Arash, une salamandre, donc un pyrime, le feu, qui est incarné dans la peau d'un gladiateur romain. Il était accompagné de la mystérieuse chimère, une onirime, Néphilim de la lune, et c'était une belle et séduisante courtisane. Ensemble, ils commencèrent à fonder la colonie de Marbo Marcius en moins 118 donc, et ils s'investirent dans la prospérité de la ville. D'ailleurs, les parties que nous jouons actuellement avec bande nous sommes en train de revivre en jeu cet événement qu'est la fondation de Narbo Marcius. Et par ailleurs, Sucélos attaque Arash et Nord, rejoint par deux autres Néphilim. Marina, Zéphyr, incarné dans le corps d'une Vestale, et Cersus, un sylphe incarné dans le pot d'un sénateur romain. Et ensemble, sous leur tutelle, la cohabitation entre Gaulois et Romains, mais aussi entre Néphilim et se passèrent bien, prospérèrent. Alors là, en tant que joueur, voilà, en tant que maître du jeu, je veux dire, je vous ai présenté les 6 personnages importants de ce cadre de jeu. Alors, si vous désirez faire jouer ce cadre de jeu, il y a, on va dire, 2 options pour vos joueurs. Soit vous leur confiez directement les fiches personnages de Nord, Atax, Marina. À savoir, il y aura plutôt Arash, Atax, Sucélos et Marina. Nord et Cersus ne sont pas jouables, entre guillemets, plus tard. Mais voilà, si vous voulez jouer en mode pré-tiré, vous pouvez leur donner des feuilles de ces 4 Néphilim. Ou sinon, comme moi j'ai fait pour mes joueurs, s'ils veulent créer leur propre personnage, bien, ils le peuvent, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Mais voilà, au moins vous pouvez vous amuser à ce qu'ils aient des liens d'affinité avec tel ou tel personnage du setting. Peut-être qu'ils sont... Moi par exemple j'ai un joueur qui est incarné dans une druidesse gauloise, donc qui a connu Sucélos très tôt. D'autres qui étaient amis avec Arash, parce que et lui gladiateur. Donc voilà, à vous de créer les liens que vous voulez avec cette base-là. Et revenons-nous à la suite de l'histoire. En 110 avant le JC, les travaux de la Via Domitia, la voie domitienne, passent par Narbonne. En réalité, cet impressionnant édifice routier, construction des adoptés de l'Arcane 10,
qui relie plusieurs plexus et nexus pour agir comme une Leyline, un réseau d'énergie magique. En effet, de ce que l'on sait, donc, la Via Domitia existe encore de nos jours, donc c'est une grande route, on montre à l'écran, qui partait, donc qui reliait Rome au sud de la péninsule ibérique, qui passait donc en Narbonnais, donc par des villes assez connues, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, et après par le sud. Je ne sais même plus si elle passe par Perpignan chez nos amis catalans, je ne sais pas. Je crois qu'elle passe de toute façon pas loin, Perpignan est par là. Et ce qui est. Pourquoi Narbonne? On a encore des preuves que cette voie existait. Lors de fouilles archéologiques, on a retrouvé des tronçons de la Via Domitia encore existants, encore en bon état quand même. Et ça se situe, donc si vous voulez aller le voir, si un jour, soit si vous êtes de Narbonne, soit si vous y allez en vacances, n'hésitez. C'est sur la place de l'hôtel de ville, voir là. Et donc les fouilles ont été révélées un morceau qui passe vraiment au cœur de l'hôtel de ville. Dans l'axe de la rue, de ce qu'on appelle la rue droite et du pont marchand que l'on ne voit pas, mais qui est dans l'alignement. Donc vous pouvez encore vous y rendre de nos jours et par chez vous, même sur une antique Via Domitia. Du coup, c'est ce que j'aime dans les éléments historiques réels, on peut les utiliser de manière narrative pour notre jeu de rôle en y apportant une touche ésotérique. Pour moi, comme je l'ai vu, la Via Domitia, ça a été fait par l'Arcane 10 pour relier des plexus et nexus, une ligne plexus et nexus sur cette ligne-là, le long du littoral méditerranéen. Justement, mes joueurs en jeu doivent essayer d'aider à la construction de la Via Domitia en essayant de trouver les différents plexus. Donc si vous avez commencé à écouter les vidéos, ils ont découvert le plexus de la lune qui s'est révélé à eux. Donc voilà comment apporter un petit peu d'intrigue sauce néphilim, j'ai envie, dans un contexte historique réel. Et histoire. Car un autre événement majeur va frapper la ville de Narbo-Marsus. En 45 avant Jésus-Christ, Jules César installe la 10e Légion. Celle-ci est noyautée par un groupe de Templiers qui ne tarde pas à débusquer la présence du groupe de Néphilim. La présence romaine se fait alors de plus en plus oppressante au cœur de la colonie. Voilà comment de nouveau d'un événement majeur qu'on peut trouver dans l'histoire Narbonne, de Jules César qui installe la 10e Légion, comment la rendre de nouveau à la sauce Néphilim. Bien se dire que dans la 10e Légion, il y avait des Templiers qui étaient simulés. Et ça permet au moins d'introduire des sociétés secrètes dans le 14 de jeu. Avec donc la plus connue d'entre tous, et pour des nouveaux joueurs qui veulent découvrir de Néphilim, de mettre forcément les Templiers comme adversaires. Cela va de soi. Et à partir de là, une suite d'événements va s'enchaîner pour notre groupe de Néphilim. Éolyme Cercius vit de plus en plus mal la situation et se montre de plus en plus vindicatif face à la présence templière et romaine. Déchaîne sa magie sur le Narbonnais, ravageant les cultures. Les légendes du vent de Cerce commencent à prendre vie. D'ailleurs, je vous ferai un petit épisode spécial sur les légendes de Narbonne et donc les légendes du vent de Cerce, car à chaque fois, j'essaie toujours de coller, d'introduire quelque chose qui relie à une légende. Dans ce cas, Cercius est vraiment ce qui est fait la légende de Cerce. Vent de Cerce. Alors là aussi, un conseil de maître du jeu, n'hésitez pas à laisser, même si moi j'ai écrit mon histoire invisible de Narbonne, je laisse toujours à mes joueurs le soin d'y apporter leur petite touche personnelle et qui leur permet d'approfondir un peu le lore du jeu. C'est ça qui est important, c'est l'échange entre le maître du jeu et le joueur. Et là, mes joueurs ont trouvé l'idée, ont rebondi sur l'idée de comment expliquer que Cercius a autant vrillé en 30 avant Gisèle. Donc pour eux, j'ai apprécié l'idée, donc je l'ai introduit dans l'histoire invisible.
c'est que Cersus aurait été à un moment donné capturé par les Templiers et utilisé comme un homonculus pour leur usage, ce qui aurait fait vriller complètement Cersus, qui n'aurait pas supporté cette captivité forcée et qui aurait commencé à dégénérer mentalement. À savoir que moi, en tant que maître du jeu, Cersus, je l'ai toujours considéré comme un de ces Néphilim, on va dire, de la vieille école qui se rappelle l'époque de l'Atlantide, là où les humains n'étaient que des esclaves porteurs de casse-soleil. Pour Cersus, ça a toujours été le cas, les humains sont des créatures inférieures par rapport aux Néphilim, et les Néphilim se doivent gouverner et d'être des dieux pour les humains. Cela fait, plus le fait qu'il a été enfermé par les Templiers, a fait qu'il a vraiment vrillé. Et à partir de là, ça a déclenché une scission dans notre groupe de personnages. Sucélos, Atax, Marina, et Nor et Arash fondèrent la fraternité Praesides Narbonensis, donc protecteur de Narbonne en latin, pour protéger la région chère à leur cœur des ravages de leurs frères Éolim. Là, de même, je me permets de rebondir. Ça peut très bien, nous, on va le vivre en jeu avec mes joueurs. C'est intéressant, eux, ils ont pris donc le parti pris de jouer des personnages qu'ils ont introduits et ils sont amusés à voir quelle relation ils pouvaient avoir donc avec les membres de la fraternité. Par exemple, il y en a au début, comme par exemple le personnage d'Elfe Cerise qu'on découvrira plus tard, qui était très proche de Cersus, qui appréciait sa mentalité de supériorité du Néphilim vis-à-vis de lui-même. Et ça lui permet, à travers cet événement, de voir comment, justement, elle a changé de camp pour rejoindre Sucélos et les autres, et intégrer la fraternité pour le combattre. Donc voilà, laissez toujours l'opportunité à vos joueurs de développer eux-mêmes et de rebondir sur l'histoire que vous leur proposez sur le plateau, et à eux de petit piocher ce qu'ils veulent à droite à gauche. Néanmoins, l'histoire continue. Arash, notre Pyrim, incarné un sort de gladiateur, a été un des premiers à affronter Cersus avec un de ses amis, Buck, Faerim. Mais Léolim a gagné ce combat et les a renvoyés en stase. C'est de là que la légende du Pec et de Bugarash s'est inscrite dans l'histoire. Et légende, on le traitera plus tard. Voilà, petit à petit, on s'est posé le fait que je décris un cadre de jeu a influencé des légendes telles que nous on les connaît dans notre réalité à nous. Une autre bataille arriva en 28 avant JC. C'est au tour de Nord d'affronter dans un duel final Cersus et la région. Et c'est là où je vais commencer à mettre le petit Tanuki spoiler qui va apparaître. Voilà. Pour mes joueurs, si vous écoutez cette vidéo, ça va arriver où. Pour ceux qui veulent jouer en tant que joueur, pareil. Rentrez en stade, couchez-vous les oreilles. Donc, Nord a affronté Cersus dans un duel final, afin de sauver la région de ce que savent les autres Néphilim, donc Arak, Atax, non, Arak il était un stade. Atax, Sucélos, Marina, et peut-être vos joueurs. Donc, Nord a vaincu Cersus en manipulant une arme d'oricalque, la légendaire lance de Nord. Blessé mortellement, Cersus regagna sa stase. Bon petit effet Jésus. Des membres de la fraternité Praesides Narbonensis pleurèrent leur perte, car Nord, en maniant sa lance et calque, succomba au métal maudit. C'est ainsi que la légende de la fée Nord prend vie dans les alentours de la bataille se déroule. Car le pic Nord existe réellement, et dans la vidéo légende. C'est là où le spoiler va se faire, c'est que tout le monde, donc Attaque, Sucélos, Marina, Arash plus tard, croient que Nord est morte à ce moment-là après avoir manié cette lance d'oricalque, vaincre Cersus. La réalité est tout autre, car Nord n'est pas morte ce jour-là. Pour les vieux des films qui ont de la bouteille de ce que je vais amener, c'est vraiment comme intrigue.
c'est que Nord, afin de manier cette lance d'oricalque pour Cersus, a commis ce que certains définissent comme un péché. Elle a sacrifié son propre pentacle à la lune noire avec une dague morte pour devenir, beaucoup de fantasmes, un sélénime. Cela, bien entendu, l'a caché aux autres qui la considèrent comme morte. Gardez bien ce détail-là, Nord est de sélénine. Et faites en sorte, si vous jouez sur ce cadre de jeu, gardez vraiment cela comme des big secrets du cadre de jeu. Voilà, c'est des choses que les joueurs doivent apprendre plus tard. Alors moi, pour ma part, si vous avez déjà commencé à écouter les vidéos sur Mystica Nerbomarsus qu'on fait avec mes joueurs, on a une joueuse qui incarne Nord. Et voilà, elle vous l'expliquera quand on fera une présentation en vidéo de son personnage, plus en détail de pourquoi elle joue ce personnage et comment on va amener par rapport aux autres joueurs le fait qu'ils l'ont considérée morte pendant 2000 ans et qu'elle est devenue une Céline. Ça, voilà. Spécifique à ce personnage, on le développera un peu plus et ce qui me permet de retirer le. Hop, allez. Après ces batailles, Nord sacrifié pour vaincre Cersus. Et la situation s'est calmée. En 27 avant JC, l'empereur Auguste rend visite à la ville, alors que Marina attaque ses Sucéos continue à y vivre tranquillement. Auguste bâtit un temple sur une colline des environs, lequel c'est là la stase de Cersus, avec l'aide de la fraternité. Un groupe d'initiés sera investi du devoir sacré de protéger le vent de Cerse ne soit à jamais libéré. Quelques années plus tard, en 22 avant Jésus, Auguste en fait la capitale provinciale de la Gaule romaine. Narbonne devient donc capitale provinciale et la fraternité Praesides Narbonensis participe à la prospérité de la cité. En passant de simulacre en simulacre, Tucélos, Atax et Marina continuent leur mission de protecteur de cette cité, tout en veillant que la stase de Cersus ne soit jamais retrouvée dans ce temple bâti par Auguste. Des siècles passèrent, et on arrive à 145 après Jésus-Christ, où la ville de Nerbomarsus a été détruite par un incendie accidentiel. En réalité, c'est une perturbation dans les flux de la Via Domitia, donc cette grande route qui est à l'origine de l'incendie, libéra une puissante décharge de champ magique du feu. Alors ça, pareil, c'est encore un peu flou. Car j'aimerais bien que mes joueurs y apportent leur petite touche. Est-ce que le fait que l'incendie a été provoqué, est-ce que c'est parce que. Qu'est-ce qui s'est passé sur la Via Domitia, sur le Nexus du feu pour que cela provoque un incendie, ou est-ce que c'est directement le Plexus? Est-ce que ça avait à voir avec Arak, qui était donc notre Pyrim, qui était enfermé dans un stase? C'était un rituel pour le faire sortir de stase qui a mal tourné, qui a provoqué un incendie. Voilà, là pareil, il y a matière à encore aller plus loin dans l'exploration de l'histoire. À vous de voir. On voulait l'amener. Jusqu'à, du coup, pour en venir à la dernière date, donc 160 ans après Jésus-Christ, Antonin le Pieux fait reconstruire la ville, dédiée par Sucélos, membre encore en activité de la fraternité. Donc, Sucélos aura été, à cette époque-là, le dernier en vie, dont les autres en stase. Donc voilà pour ce qui est l'aspect lore. Je vais maintenant un peu aborder le côté aide de jeu pratique, mécanique. Car comme dans la V5, moi je joue en V5, donc à chaque paire d'incarnation en V5, il y a des options de création, de customisation de personnages, avec des choix de vécu, de quête ésotérique, d'arcane majeur, et de sciences occultes, et de savoir ésotérique.
Alors, j'ai pas fixé de coût en point d'incarnation. Ça peut être, par exemple, moi j'ai offert moins 118 à tous mes joueurs gratuitement. À vous de voir entre maîtres du jeu. Je dirais que, allez, vous les faites à entre 1 ou 2 points d'incarnation. Donc, par rapport à 118, la fondation de Narbomarcius, qu'est-ce qu'on y retrouve comme choix de vécu? Donc, on a le vécu de guerrier élysique, guerrier gaulois, qui est un vécu de feu. La nobilitas, vécu d'air. Donc, on peut regrouper courtisane, domina, par exemple, une domina variée à un tribun romain. On a le vécu de légionnaire, allez, les mains haut. Le vécu de druide, ou druidesse, Calune. Et le colon romain, l'agriculteur de l'époque, Ancater. Après, n'hésitez pas à en créer d'autres de vécus. Par exemple, pour Arrache, il a son propre vécu, c'est gladiateur. Je l'ai forcément mis en K-feu de mémoire. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter des vécus qui correspondent. Soyez toujours flexible, 5 mètres du jeu. Pour les quêtes ésotériques, donc j'en ai créé deux propres au setting. Donc on a la Via Domitia qu'on peut monter jusqu'à 2 et le vent de Cerse jusqu'à 2. Donc en tant que quête ésotérique, la Via Domitia va représenter la quête de construire cette route et de cartographier un petit peu différents plexus et nexus dans la région du Narbonnais. Être pareil, amené à être utilisé en 2023 pour joueurs à une époque contemporaine. On pouvait amener ça à un scénario et dire voilà, la Via Domitia et des morceaux de la Via Domitia qui ont disparu avec le temps, forcément. Hein, on en trouve encore des traces. Donc peut-être que vos joueurs vont devoir essayer de retourner des nexus ou des plexus que la Via Domitia a traversé qui ont été perdus. La quête ésotérique, les vents de Cerse, bon, elle fait directement mention au combat contre Cercius, Théoline qui a vrillé, qui je pense que la plupart des joueurs qui vont prendre qui sont vraiment liés à la fraternité prendre cette quête me semble pas. Et en troisième quête, j'avais rajouté les Champolémoka par défaut. Voilà, je savais pas trop quoi caser comme autre quête, donc voilà, pour peut-être que certains filles ont considéré que Narbomarcius était un Champolémoka, donc c'est une espèce de lieu où on peut faire des rituels, duels magiques. À vous de voir comment vous pouvez la mener. Pour les arcanes majeurs, j'ai proposé de débloquer l'arcane 1, le battleur, et la 6, les amoureux. Alors les battleurs, pourquoi? Parce que Sucélos est membre de cet arcane, en tant que voilà, satyre bon vivant, qui adore les humains, qui apprécie, qui est prompt à les guider, coucher avec eux aussi. Pour la sapiens, c'est plus ça, hein, bien sûr. Le battleur voilà, était présent grâce à Sucélos à Narbomarcius. Et aussi l'un des amoureux, c'est une de mes joueuses qui l'a introduit. À vous à voir, pareil, en tant que la laisser ou en mettre une autre à la place. En science occulte, on peut débloquer magie à 1 avec un. Et en savoir ésotérique, on va retrouver Templier, forcément, avec Jules César et la 10e édition, Histoire invisible, Science occulte, Arcane majeur et Mystère. Alors, les mystes encore, je veux les impliquer à cette époque-là, mais j'ai pas encore trouvé d'axe comment amener les mystes là-dedans. Donc, pareil, ça, c'est pas spoiler, mais je vois. Peut-être qu'à un moment donné, vous verrez des mystes. Peut-être pas. Je sais pas. Voilà. Donc voilà, ça fait le gros morceau. 118 fermé. On va passer à la deuxième période. Le règne wisigoth. 413 jusqu'à la fin du 7e siècle. Donc de ce que je sais, les dates que j'ai retenues, c'est 413. Atoph, roi des Visigoths, fait son entrée en ville. Il épouse Galla Placidia. De 435 à 36, les Visigoths assiègent en vain la ville. En 462, Agrippinus cède la ville aux Visigoths en échange de leur aide. Début du 6e siècle, Narbonne devient brièvement capitale des Visigoths. Et comme quoi, hein, Narbonne, vous voyez, ça a eu de l'importance, capitale gauloise. Narbonnais, capitale des Visigoths.
Et maintenant, capitale des grands buffets de Narbonne. Allez-y. En 531, le roi Amalaric y est assassiné à Narbonne. Malheureux. Jusqu'en 548, le règne de Teudis, Narbonne cesse hélas d'être la capitale visigoth. Gloire et des chances d'une ville. Jusqu'à la fin du 7e siècle, la ville est le siège de plusieurs révoltes séparatistes. Ça, c'est pour ce qui est de l'histoire visible. Comment j'ai essayé de tourner ça pour l'histoire invisible? Donc, en 413, donc Atolphe, roi des Visigoths, fait donc son entrée en ville. Et il y épouse donc cette fameuse Gala Placidia. Donc j'avais trouvé. Elle attend. Ah, fin de mes notes. Donc, qui était au niveau historique Gala Placidia? Alors, c'était une princesse romaine, d'après les sources historiques, qui a été prise comme otage par les Visigoths en 410 lors du siège de Rome. Euh, et elle donc a été offerte en mariage à Atolphe, selon le rite germanique. Euh, à propos d'elle, il épouse à nouveau, il va l'épouser de nouveau selon le rite romain à Narbonne. Et Gala Placidia donne naissance la même année à Claudie de il y a l'usurpateur Attalé chante une chanson nuptiale. Lors de ce mariage, Atolphe, vêtu en romain, offre à sa femme 50 jeunes serviteurs portant chacun 2 plateaux pleins d'une partie du butin volé à Rome 4 ans plus tôt. Ce mariage d'une princesse impériale et d'un chef barbare de première frappe les esprits contemporains de l'époque. Donc voilà, un petit bouleversement. Et c'est là où l'histoire invisible marque. La Placidia n'est autre que le simulacre de l'époque pour Marina, donc notre Éolyme. Hop, notre petite Marina qui était donc en activité à cette époque-là. En 435, les Visigoths assiègent en vain la ville. Et c'est là où on va retrouver Sucélos Arrache qui les repousse. Ça, j'ai pas encore réfléchi à comment ils sont ressortis de stase, mais à cette époque, donc on avait Marina, Sucélos et Arrache qui, c'est-à-dire actifs au sein de la fraternité à cette époque-là. Euh, Agrippinus, donc qui était empereur romain, alors simulacre du Sucélos cède la ville aux Visigoths en échange de leurs aides pour éviter tout massacre de la population. Là, voilà, c'est un peu le rôle de Sucélos en tant que protecteur de Praesides, protéger Narbonne, donc du coup, cède la ville aux Visigoths pour éviter la population innocente. Début du 6e siècle, donc Narbonne devient brièvement la capitale des Visigoths. La fraternité veille sur la bonne prospérité de la ville pour le trio Célos, Arrache, Marina. En 531, le roi Amalaric qui est assassiné. En réalité, Amalaric, il s'agissait du simulacre de Arrache à ce moment-là, dont un groupe de Templiers descendants de du groupe de la 10e Légion César arrive à remettre le Néphilim en stase. Quelques années plus tard, sous le règne de Teudis, Narbonne cesse de la capitale des Visigoths. Lucélos reste le dernier membre de la fraternité en activité à cette période. Étant donné que je considère que Arrache a été attrapé et mis en stase par les Templiers, et Marina, je ne sais pas encore décrit comment elle était en stase, mais voilà. Elle va rester éternellement dans le rôle de Gala Placidia. Jusqu'à la fin du coup, on arrive presque à la fin de cette petite période d'incarnation. Jusqu'à la fin du 16e siècle, la ville est le siège de plusieurs révoltes séparatistes. En réalité, elles sont noyautées par le conflit séculaire entre les Templiers et la Fraternité.
Et là, celui-ci-là sera remis à stade à la suite de plusieurs affrontements avec l'arcane mineur. Donc voilà, une petite période que j'ai pas encore beaucoup développée. Je pense qu'il y a encore manière à faire beaucoup. Hein, beaucoup de grands noms de l'époque. Soit Gala Placidia, Agrippinus, Amalaric. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup à faire. À voir comment vous l'exploitez. En termes de jeu, qu'est-ce qu'elle apporte l'incarnation? Alors, j'ai réfléchi à 5 vécus comme d'habitude. Donc nous avons les guerriers visigoths, cas feu. Barde itinérant pour l'élément de l'air. Le moine évangéliste dans le cas eau, parce qu'il y a quelques moines qui traînaient dans le coin. Je me suis, voilà, pour certains en fait vécus, j'ai repris par rapport à d'autres époques et incarnations présentes dans le livre de film Légende, qui se passe un peu à la même période. Donc c'est pour ça que par exemple, il va y retrouver aussi le prêtre païen pour l'élément lune et le dernier romain pour le cater. Dans les quêtes ésotériques, nous allons trouver la troisième quête ésotérique propre au cadre de jeu de Miss Canarbo-Mars. La chimère de cendre. Je m'y attarde pas car j'ai pas encore mis un peu l'histoire de la chimère de cendre. On va la développer un peu plus tard. En gros, la chimère de cendre. Alors, n'est pas à proprement parler un élément existant dans. Je vais mettre. Attendez. Je vais mettre le petit spoiler alerte pour voir s'ils écoutent là. Là. Alors, la chimère de cendre. Voilà, il est là le petit spoiler. La chimère de cendre. Alors, qu'est-ce que c'est? Je l'imagine, en fait, c'est pas tiré d'un vrai événement historique. C'est tiré d'autre chose. Cette petite image. La chimère de cendre. C'est quoi? C'est en fait à Narbonne, actuellement, et à l'époque, quand j'y étais à 2017, il y avait un brasseur, l'échoppe médiévale Narbonne, et le bar qui s'appelle l'Antre de l'échoppe. Maître Renaud, brasseur de son état, qui était joueur d'ailleurs rôliste, donc n'hésitez pas, sa boutique encore, il me semble qu'il est encore en activité. Il vend de la bière qu'il brasse lui-même, et il vend aussi des jeux de société et jeux de rôle, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un rôliste, donc on va parler avec lui, et boire sa bière dans le bar qui échoppe. Et donc justement, Renaud brasse une bière que j'adore, dont une noire très, très brune, très corsée. La chimère de cendre. Ah, s'il y a bien une bière qui a mon coup de cœur, cette bière, et c'était ma façon à moi d'amener mon propre vécu dans mon cadre de jeu. Et voilà. Donc la chimère de cendre, ça m'a donné l'idée, d'à partir de cette bière, à une créature, un effet dragon, qui va s'incarner régulièrement à Narbonne pour causer quelques ravages et dégâts. Pour l'instant, voilà. La chimère de cendre, c'est un effet dragon. Il faut encore que je voie comment le former. Ce sera un effet dragon de K-feu, K-terre. Il faut encore. Voilà, je ne lui ai pas fait encore de profil, donc j'y reviendrai plus tard, je pense. Bien, ouais. Revenons à l'histoire. Choix donc. Oui, donc enquête ésotérique, donc la chimère de cendre. Et hop, je vais pouvoir dire adieu au petit. Il y a la table d'émeraude que j'ai rajouté aussi. Alors je sais pas. Par défaut, je cherchais une quête ésotérique. Table d'émeraude. Je suis pas sûr. Pareil pour les arcanes majeurs, donc on a la force et le diable. J'ai mis un peu la force parce que par rapport à la quête de la chimère de sang, peut avoir un bon impact, je pense. À voir. Pareil, n'hésitez pas si vous en voyez d'autres qui pourraient mieux coller à cette époque, à me les proposer en commentaire. Je vais faire des sujets plus aguerris sur l'univers de Nephilim. En sciences occultes, on va y retrouver de la magie, de la cabale. Cabale. Un savoir ésotérique, on va y retrouver les Templiers parce qu'ils étaient là, l'histoire invisible, la science occulte, et pour ceux qui ont écouté le trailer,
pas étonné à voir Dracaon et Effet Dragon dans la liste. Voilà, je pense que ça permet de créer pas mal de petites histoires narratives, toujours à explorer. Moi, j'attends, pour l'instant, j'ai aucun joueur qui a vécu cette période d'incarnation, donc c'est vrai que je vais un peu skipper. À voir, moi je pourrais approfondir. On va passer à une autre période d'incarnation. La présence arabo-berbère de 1719 à 1700. Donc, j'ai retenu pas mal de petites dates que je retrouvais, cette période qui me permet de tisser un peu d'histoire à ce moment-là. Donc, ça commence en néanmoins en 719. La ville est conquise par les arabo-berbères musulmans des Omeyyades. L'année d'après, Abd el-Rahman ibn Abd Allah al-Kafiki, désolé pour mon accent, gouverne la province. En 734, c'est Youssouf ibn Abd al-Rahman al-Firi qui prend la gouvernance de la ville. En 737, on va apparaître un personnage de l'histoire de France, en la présence de Charles Martel et des Francs, qui assiègent la ville avec l'aide des Visigoths. Et oui, on retrouve ces petits coquins de Visigoths quelques siècles plus tard. En 737, la même année, a lieu la bataille de la Berre, une seigneurie, où les Omeyyades sont massacrés, mais Narbonne reste une garnison arabe. La vie continue. En 752, 59, Pépin le Bref décide d'assiéger la ville en vain. C'est le plus long siège de la ville. 59, si mes calculs sont bons, 7 ans. Les musulmans tenaient bon. En 559, la ville est finalement reprise et c'est qu'en 793 que les musulmans quittent pour de bon la ville de Narbonne. Alors, que s'est-il passé à... En 719, donc reprenons, la ville est conquise par les arabo-berbères et aucun membre de la fraternité Praesides Narbonensis n'étant incarné à cette époque pour empêcher cela. Ni Sucélos, ni Arash, ni de Marina, ni de Atax. Personne pour protéger la ville. En 720, donc c'est donc Abd el-Rahman qui gouverne la province. Et en réalité, c'est le simulacre d'un Pirim qui se nomme Arbouna, qui devient avec ses frères eux aussi Pirim, Dazir et Avan, les nouveaux acteurs de la scène occulte chez les Néphilim d'Arbonné durant cette époque. Alors, on va arrêter un petit peu sur Arbouna, Dazir et Avan, car ce sont des Néphilim assez importants. Bien qu'ils ne fassent pas partie de la fraternité, ils vont avoir leur rôle à jouer. Car nous les retrouverons nous tard d'ailleurs. Hop, petit Tanuki spoiler. Hop, petit spoiler. Donc, pourquoi je dis qu'on va les retrouver plus tard, c'est que ils vont peuvent être retrouvés en tant que PNJ à l'époque 2024, à l'époque contemporaine, en présence de PNJ. Donc je vous présente Arbouna, les membres de la fraternité. On ramènera quand ils seront présents. Hop, versus donc on y retrouve donc Arbouna. Ça c'est son simulacre en 2024. Donc Arbouna, son nom, pareil, petite anecdote, Arbouna, c'est le nom arabo-berbère de la ville de Narbonne. À l'époque, les arabo-berbères, quand ils ont conquis Narbonne, l'ont renommé Arbouna. Donc je trouvais ça intéressant que du coup, en référent, le Néphilim s'appelle elle aussi Arbouna. Et à l'époque contemporaine, ses frères nomment Dazir et Avan. Et oui, vous ne rêvez pas, en 2024, ils sont incarnés dans des Malinois. Pour ceux qui ont une culture cinéma, ils verront ma petite influence, ma petite révérence. En effet, ce trio de personnages est issu de mon imaginaire, est tiré du film John Wick, que j'adore. Et c'est Ali Berry qui incarne Arbouna pour nous.
son nom dans le film. Mais voilà, peur pour Alibéry que une actrice un peu fade ces dernières années, et je trouve que ce film a redonné un peu de gloire. Elle a eu un très bon rôle. Je n'ai pas encore vu John Wick 4, donc me spoilez pas en commentaire. Je ne sais pas si elle revient. Je crois l'avoir entreaperçue dans la bande-annonce. Pas encore vérifié ça. Donc, pareil, pour l'instant, eux, j'ai pas trop réfléchi à leur simulacre de l'époque arabo-berbère. Et justement, revenons sur. Hop. Qui rentre dans ta tanière. Du coup, j'en étais à la bataille de la Berre. Non, j'en étais au simulacre, donc en 720. Donc voilà, donc ces trois Néphilim, Arbuna, Dazir et Avan devinrent donc les nouveaux acteurs de la scène occulte. En 734, Yusuf ibn Abd el-Haman el-Firit prend donc la gouvernance de la ville. Il s'agit du nouveau simulacre de Arbuna qui continue ainsi de régner sur la région. En 737, les Francs de Charles Martel assiègent la ville avec l'aide des Visigoths. Les Templiers tentent de participer aux événements pour combattre Arbuna, toujours en fonction et ne comptent pas lâcher Narbonne de sitôt. La même année, la bataille de la Berre a lieu et les Omeyyades sont massacrés, mais Narbonne reste une garnison arabe. Dazir et Avan sont remis en stase par les Templiers, ce qui provoque la colère d'Arbuna qui accentue ses recherches occultes dans la Kabbale afin de poutrer les Templiers. En 752, donc le siège de Sétan de Pépin le Brève, c'est donc le plus long siège de la ville, comme je vous l'ai dit. Arbuna lutte et occulte pour tenir bon pendant 7 ans. Elle essaye de puiser dans les ley lines de la Via Domitia, puiser l'énergie magique pour une sorte de cabale. En 559, malheureusement, la ville est finalement reprise. Les Templiers arrivent à mettre en stase Arbuna. Et du coup, en 793, les musulmans quittent la ville. Cependant, les initiés d'Arbuna, d'Azir et Avan préservent leur stase et les arrachent aux mains des Templiers pour les mettre en lieu sûr. Ce qui conclut donc cette deuxième époque d'incarnation. Dans un mi-parcours de l'histoire de Narbonne, il nous arrive à une époque qui va contenir beaucoup de spoilers. Donc c'est la cour d'Ermengarde. Donc pour ceux qui écoutent la vidéo, chers joueurs, je vais juste vous donner l'histoire visible. Je vous inviterai à vous boucher vos oreilles ou rentrer dans vos stases pour l'histoire invisible. Donc de ce que l'on sait, Ermengarde, en 1739, Ermengarde, la dame de Narbonne, devient la nouvelle vicomtesse. Enfin, une femme au pouvoir à cette époque-là, imaginez que ça a dû en énerver plus de deux. En 1143, on sait que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem s'implante pour fonder une commanderie en ville. Ça peut être intéressant. 557, la vicomtesse Ermengarde fait des dons réguliers à l'abbaye de Fontfroide. Il y a moyen de faire. Et 160, la cour de la vicomtesse accueille nombre de troubadours ainsi que des juristes. Alors, tout se tourne à cette époque autour d'Ermengarde. Pourquoi? Car c'est un personnage très important de la vie de Narbonne. Alors, pour mes petites nouvelles que je vous le même écran. Alors, Ermengarde, elle est très connue à Narbonne comme figure politique de son époque. Une femme au pouvoir, forcément à cette époque c'était assez rare. Et elle était aussi connue pour sa cour. C'est pour ça que j'ai nommé de la période la cour d'Ermengarde. Car en effet, en plus d'être une femme de pouvoir, c'était une femme de savoir et d'art. Elle avait beaucoup de... Elle tenait une cour qui était considérée comme par certains comme un des creusets du réveil intellectuel qui bouillonne en ce XIIe siècle. Ah, vous voyez quand même une sacrée importance de la ville à cette époque-là.
et où se presse notamment un troubadour, juriste et médecin, même si Narbonne n'atteignait pas le niveau intellectuel de Montpellier de l'époque. C'est une ville qui veut dire le monde des putes. Montpellier, en vieux latin, c'était ça. Hein. Bref, oui, j'aime pas la ville de Montpellier. Je la connais très bien. Bref, Narbonne, c'est mieux. Donc voilà, une fin de pouvoir qui amène une cour avec des juristes, des troubadours, des médecins pour l'époque forcément auprès des plus conservateurs, ça fait très mal, sachant qu'à cette époque, ceux qui étaient opposés au pouvoir de la vicomtesse, c'était les archevêques, qui vivaient juste en face du palais des vicomtes. Il y avait l'archevêché qui était juste en face. Il y avait beaucoup de querelles entre les deux. Qu'est-ce que je peux vous dire sur plus Armagad a vraiment marqué son époque, des témoignages indirects de troubadours qu'elle aurait été en relation présumée avec certains troubadours aussi. Donc, elle était un peu libertine sur les bords, notre brave Ermengarde. Et plus cela, ce personnage d'Ermengarde que j'ai toujours aimé m'a donné force à réfléchir et à m'inspirer quelque chose qui va tomber d'un. Ah, spoiler. Eh bien, est-ce qu'on va reparler d'un personnage que nous avons évoqué plus tôt. Il y a de Nord. Belle Eva Green. Terre de Ken pour Nord. Elle a disparu. Voilà. Hop. Nord, nous l'avions quitté donc à moins 118 dans l'entour de gallo-romain de Narbonne, la période d'incarnation. Et plus un moins 28. Après qu'elle ait donc récupéré une lance en oricalque pour vaincre Cersus et le blesser mortellement. Toute la fraternité, comme je vous l'ai dit, Sucellos, Atax, Marina, Arash, ont cru qu'elle s'était sacrifiée réellement pour vaincre Cersus et que cette lance d'oricalque l'avait tuée elle aussi. De l'attaque du métal d'oricalque sur un effet. Vous savez très bien ce que ça fait en tant que maître du jeu. Et en réalité, comme je vous l'avais révélé, Nord n'est pas morte. En effet, elle a sacrifié son pentacle pour devenir une Sélénime et pouvoir manier sans risque la lance d'Oricalque qui a servi à affaiblir Cersus. A partir de là, le destin de Nord a basculé. Elle est devenue une Sélénime. Et forcément, elle a préféré faire croire à tous les autres membres de la fraternité qu'elle était morte. Car elle se sentait mal. Bien que la plupart des Néphilim ont un avis, comment dire, assez tranché sur les Sélénimes. Donc elle a préféré faire croire à sa mort. En réalité, elle est voyagée, mais elle est restée proche de Narbonne. Et c'est donc en tant que Ermengarde qu'elle est revenue. Elle a usurpé l'identité de la vraie Ermengarde dans ses jeunes années pour prendre sa place. Et donc se faire passer pour la comtesse. Et tout cet aspect court de troubadour, de ménestrel, de docteur, de juriste, évoque bien le côté sélénime. La sélénime qui va s'entourer d'humains intelligents, mais aussi des troubadours pour créer des émotions vives, pour laquelle elle pourrait se nourrir son imago. Donc, qui fait que cette incarnation est peut-être la plus sensible à amener dans le cadre du jeu, car elle contient des plus gros secrets des joueurs. Le fait que Nord n'est pas mort et est devenu une sélénime à l'époque gallo-romaine et a survécu tout au long de l'histoire. Alors vous verrez, nous, dans les parties qu'on joue avec mes joueurs, Nord est incarné par l'extraordinaire Milady RP les merveilles de science en science, et elle vous décrira un petit peu plus sa vision de Nord telle qu'elle la joue dans une vidéo de présentation des personnages qu'on tournera plus tard. Voilà. Pour les maîtres du jeu, Nord est là.
Et du coup, qu'est-ce que ça donne un aspect mécanique? Alors, elle est où? J'ai perdu mon idée. Alors. Ah, et je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait la présence arabo-berbère en termes de mécanique de jeu, excusez-moi. Et je vous la découvrir même. Un jour, je rendrai le Foundry disponible pour le faire jouer pour d'autres. Sans pour l'instant, j'ai aucun joueur qui a pris la présence arabo-berbère comme période d'incarnation. Je ne l'ai pas encore trop développé, donc voilà. Je le présenterai un autre jour. C'est pas très. Entre lui, c'est un visuel. Et regarder vite fait ah, les différents vécus, les quêtes ésotériques, l'arcane majeur, les sciences occultes, la cabale notamment, qui va être à l'honneur, et les savoirs ésotériques. Et donc revenons à la cour d'Ermengarde. Pareil, le côté mécanique de l'époque d'incarnation, c'est vraiment de le garder secret pour vos joueurs, sauf s'il y en a un qui veut vraiment découvrir cette période d'incarnation. Et le cas d'un de mes joueurs, du personnage d'Aliat. Donc, les vécus possibles à cette période d'incarnation, archevêque en feu, médecin en KR, troubadour pour l'élément de l'eau, courtisan ou courtisane d'Ermengarde en K-Lune, forcément, une série a attiré beaucoup de néphilim de la lune à elle, et les hospitaliers en K-Terre. Au niveau des quêtes ésotériques, on va y retrouver la Via Domitia, et forcément, étant donné qu'un Céline dans le coin, les portes noires me semblaient normales et d'être incluses. Tout comme l'arcane majeur de la mort, semblait logique qu'elle soit là. J'ai mis le battleur, même si Sucélos n'est pas présent, c'est le man de la fraternité rattaché à cet arcane. Bien, vu qu'il y a le côté troubadour à la cour d'Ermengar, je pense que elle a pu attirer quelques membres de l'arcane du battleur à elle. Voilà. En termes de sciences occultes, on va y retrouver magie à 1 et alchimie à 2. Voilà, c'est l'époque où la chimie commence à être mise en valeur. Et savoir ésotérique, donc vous avez. On y trouve les bohémiens. Ermengarde aime bien jouer avec les bohémiens. Du moins nord. Forcément, on va y retrouver Lune Noire, Oricalque, c'est l'Enigma 2. Forcément, dès qu'il y a un Sélénime, il me semble que ça paraît normal d'avoir ces trois thématiques qui apparaissent. Et les Mystes. Pareil, les Mystes, je les ai mis là. Je sais toujours pas comment les inclure dans mon setup. Je les connais pas trop, les Mystes, en tant que. Si vous avez des idées de pourquoi des Mystes viendraient enquiquiner une Sélénime qui est en train de faire son petit business à Narbonne à cette époque-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai fini avec cette époque d'incarnation et on va faire rentrer le Tanuki Sport dans sa tanière. Nouvelle époque d'incarnation, les bûchers Qatar. Alors, les bûchers Qatar. Je vais pas trop m'attarder dessus car j'ai pas fait beaucoup de modifications pour cette époque. Étant donné que c'est une période qui est déjà couverte dans le bouquin, dans les différentes éditions que vous jouez, chez Qatar, bien souvent on la retrouve dans toutes les éditions. Pas de souci à se faire. Les quelques dates que j'essaye de retrouver le plus proche, Narbonne a été cité dans l'histoire. Donc on a donc forcément 1208, le début de la croisade contre les Albigeois et les Cathares. 1209, le siège de Béziers puis de Carcassonne. Narbonne ferme ses portes à Simon de Montfort. 1214, le vicomté de Narbonne est confisqué à Raymond VI au profit de Simon de Beaufort. 1234, guerre civile entre une confrérie d'artisans de Narbonne et Ferrier, un inquisiteur très actif. Je pense que là, il y a vraiment moyen de créer quelque chose. 1242, Narbonne est reprise par le comte de Raymond VII, fils de Raymond VI. 1243, le siège de Montségur et la fin des persécutions de la croisade contre les Cathares. En 1248, nous savons que Saint-Louis passe à Narbonne avant de partir pour les croisades. Alors, ça peut être peut-être l'occasion de créer quelque chose autour de Saint-Louis, vu que c'est une figure importante
de l'histoire, donc voilà. Pourquoi pas. Que Narbonne a été cité à cette année-là. 1280, naissance de Guillaume Bélibast, le dernier Cathare à Cubières-sur-Sinoble. Il y a une manière de faire un simulacre connu pour un joueur. Ou par exemple typiquement Sucélos, ça pourrait très bien être le simulacre de Guillaume Bélibast qui l'aurait fait à ce moment-là. 1316, la grande inondation et le changement de l'île de Lod. Ah, très important. Je dirais tout à l'heure, je pas ça. Et 1321, donc mort de Balibast sur le bûcher à Ville-Rouge Terménès, qui met fin donc au dernier des Cathares. Donc, comment transformer ça en histoire invisible? J'ai pas encore tout écrit, mais en gros, ce sera une période d'incarnation où il y aura Sucélos qui va être mis à l'honneur. Je pense qu'on peut très bien le mettre contre cette confrérie d'artisans d'Arbonne qui lutte contre Ferrier, un inquisiteur très actif. Confrérie, fraternité de Néphilim, je pense qu'il y a moyen de rattacher ça. Guillaume Bélibast, le dernier Qatar, pareil, ça peut être un très bon candidat pour être un simulacre. Silos ou un personnage, joueur. Et donc la grande inondation et le changement de l'île de Lod. Car justement, la carte. Hop, Nord, tu n'es pas là, on va dire. À ce moment-là, ça va être plus Attax qui va être mis à l'honneur. Donc, pour la carte, est-ce qu'on est... Donc ça, c'est la carte qui m'a été faite par une de mes joueuses, Aetheria. Merci beaucoup. Ah, Aetheria. Elle m'aide beaucoup souvent. Je la retrouver sur Time to Roll régulièrement. Elle m'a fait une superposition d'une carte actuelle de Narbonne en arrière-plan et d'une carte telle qu'elle est. Elle peut être imaginée selon les archives à l'époque gallo-romaine. Notamment, on peut voir que le massif de la Clappe, cette île, de nos jours maintenant, elle est rattachée. Vous voyez, au niveau des étangs, l'eau, voilà, le littoral, il est arrivé à l'époque jusque-là, littoral antique, on le voit, longe la côte jusqu'à Bages, Perrières, qui descend à Portail de Corbière, alors que maintenant, le littoral actuel est là en pointillé. Donc, voilà, la géographie a beaucoup évolué. Forcément, l'autoroute n'existe pas à l'époque gallo. À la limite, il y a via Domitia, mais on la voit, elle trace plutôt comme ça. Et on peut voir donc que Narbonne est construite au bord du fleuve Atax, donc du fleuve Aude, qui s'est coulé là jusqu'au port de Bages. Sauf que, du coup, voilà, c'est ce qui faisait à l'époque que Narbonne est devenu un peu capitale de la Gaule. Il y avait un trafic fluvial très important grâce à l'Aude. Sauf qu'en 1316, une grosse inondation a fait dévier le cours de la rivière. Maintenant, la rivière, à l'heure actuelle, elle dévie à peu près, vous voyez le point du nexus de l'eau. Par là, elle remonte dans le nord, on voit légèrement le trait bleu du fleuve qui est là. Elle passe sa coursant. Elle va jusqu'à Saint-Eldod, qui est là. Je sais pas si vous la flèche. Fleury, il va se jeter un peu plus loin, mais à la côte, à Fleury-Dod. Donc vraiment, faut se dire que l'autre, du coup, tel que vous voyez sur la carte gallo-romaine, n'existe plus. Maintenant, c'est remplacé par le canal de la Robine. Canal qui a été fait. Le fleuve, lui, a été vraiment complètement dévié. Ça a eu un gros impact au niveau médiéval, à cette époque-là. Et du coup, l'Aude, étant donné que c'était l'axe fluvial majoritaire qui faisait prospérer la ville à ce commerce, au moment où, avec l'inondation et le changement de cours, bien, le fleuve s'est asséché, ce bras du fleuve a été asséché, Narbonne a perdu sa voie principale d'accès commercial. Qui a fait que du coup elle est tombée en disgras. C'est plus des villes comme Marseille qui ont pu prendre un peu plus le lead sur le côté méditerranéen un peu plus loin, voire Béziers aussi. Voilà. Narbonne, à partir du Moyen-Âge, a commencé à connaître un vrai déclin du fait que l'Aude a été dévié de sa course. J'ai imaginé, moi je pense qu'on peut relier ça au niveau invisible, j'ai pas encore complètement écrit, mais ça pourrait être lié à Atax, qui aurait pu être incarné à ce moment-là, qui aurait pu créer quelque chose, je ne sais pas, il en aurait peut-être eu marre de voir la guerre avec entre les Cathares, Simon de Bonfort et tout, et peut-être qu'il aurait voulu
créé une inondation pour balayer les troupes qui assiégeaient Narbonne. Et du coup, voilà. Il y a moyen de réfléchir. Peut-être que du coup, ça a eu comme conséquence de faire un événement magique qui a dévié tout un fleuve. Ça paraît cohérent comme avec le lore de Néphilim. Pourquoi pas c'est une éventualité que l'on peut réfléchir. On va en venir à l'aspect jeu de cette époque d'incarnation. Les bûchers cathares. Alors, les bûchers cathares. J'y ai pas fait beaucoup de modifications par rapport à celles du livre Légende V5. On va retrouver un vécu inquisiteur en K-feu, docte pour l'air, Quadour pour l'élément l'eau, apostat pour la lune, noble parfait pour la terre, classique. Pas trop changé. En quête ésotérique, j'ai mis de base Trésor des Templiers, le Graal, parce que c'est ça. Et on va y retrouver la chimère de cendre, car pareil, je pense que introduire cela comme quête ésotérique à cette époque-là, on va considérer que Lucilos étant présent là pour lutter contre les Templiers, a essayé d'invoquer cet effet dragon, cette chimère de cendre que je décris un peu plus tôt pendant l'époque Visigoth, et en faire une sorte de créature alchimique, vu que Lucilos commençait à cette époque-là à manipuler la chimie un peu plus. D'ailleurs, l'alchimie, on pourrait le débloquer à 3. Donc, pourquoi pas. J'ai pas encore réfléchi comment vraiment intégrer ça au niveau lore de Néphilim. On va un peu plus manipuler le dragon. Mais voilà, c'est pourquoi j'ai mis la chimère de Sand. Ça pourrait être le fait que Sucélos est tenté de réveiller ou provoquer un effet dragon pour chasser les Templiers. Un arcane majeur, on y retrouve la plupart des arcanes qui sont dans le bouquin. Le battleur, les amoureux, la tempérance, le diable et la maison Dieu. C'est libre à vous de voir changer d'autres ou pas par rapport à votre propre vision de l'histoire de Narbonne. En sciences occultes, on y retrouve Kabbalah 2, Alchimie à 3. En savoir ésotérique, on va y retrouver Auricalque à 1, Histoire invisible à 2, Arcane majeur à 2, et Bohémien. Pareil, là, je n'ai pas trop fait de changement par rapport à l'époque des bûches cathares telle que nous, on la connaît dans l'époque de... Et voilà ce qui met une fin sur cette époque d'incarnation. Attaquer une autre qui est un peu plus courte, beaucoup plus courte, qui tient que cette date. Nous nous retrouvons donc 300 ans après les bûchers cathares, en 1642. Parce que j'avais trouvé une petite date où Narbonne a fait un peu parler d'elle dans l'histoire de France. Donc en 1642, 5 mars, un marquis, alors complotant contre Louis XIII, est arrêté à Narbonne. Une légende court au sujet de cette arrestation. 5 mars, et les conjurés étaient emprisonnés dans le donjon qui Gilles Aicelin qui flanque le palais épistolaire. Parmi les conjurés, l'un d'eux était animé par une grande piété. Il demanda alors à la Vierge protectrice de Narbonne, Notre-Dame du Pont, de sortir de là et de l'envoyer hors de Narbonne à une lieue de cette prison. En échange de quoi, il s'engage à élever une croix en honneur de ce miracle. Et celui-ci a lieu. Le prisonnier se retrouve libéré de ses chaînes sur les territoires de Bage d'Aude, il a une lieue du donjon, soit 3,58 kg. La croix de la lieue est depuis cette époque érigée à l'embranchement de la Nationale 9 et de l'ancienne route de Bage, en face du quartier des Roches Grises, dans la commune de Bage, et à 5 mètres de la commune de Narbonne. Voilà, c'est le seul événement que j'ai trouvé qui me paraît, mine de rien, une petite tête où il y a manière, je pense, à faire de l'histoire invisible. Déjà, il parle donc d'une vierge protectrice de Narbonne, Notre-Dame du Pont. Pourquoi pas, ça pourrait être très bien Marina, réincarnée à cette époque-là,
ou de nouveau Nord qui s'est passé pour la Vierge protectrice. Voilà. Je passerai plus pour Marina peut-être. Voilà, vu qu'on parle de Vierge protectrice, ça va bien avec Fraternité Praesides Narbonensis, donc secteur de Narbonne. Pourquoi pas on dit que du coup, celui-ci, donc le prisonnier s'est retrouvé libéré de ses chaînes et téléporté à pile à une lieue du donjon. C'est vraiment vrai, hein, j'étais pas en 1642 à Narbonne, hein, mais si c'est vraiment vrai, qu'il s'est vraiment fait téléporter comme ça, et eu de la magie, de la cabale ou de l'alchimie. Donc je me dis qu'il y a sûrement un néphilim derrière tout ça. Et puis du coup, le croix de la lieue, qui existe encore, en plus on a l'emplacement actuel, donc sur la nationale 9 de l'ancienne route de page, un lieu qui existe encore, donc qui pourrait être utilisé comme une sorte de lieu magique, permettrait de focus peut-être pour une sorte de téléportation, pourquoi pas. Donc, voilà, j'ai pas encore réfléchi à comment l'intégrer complètement dans l'histoire invisible de Narbonne par rapport aux membres de la fraternité, mais je pense que ça peut faire un bon point de départ. Le marquis de Saint-Marc, ça peut être aussi un néphilim, hein, pas Atax, moi j'avais pensé à Atax qui aurait pu comploter contre Louis XIII à l'époque, arrêter à Narbonne vu que voilà, c'est sa ville de cœur, Narbonne. Voilà, il aurait pu y revenir. Donc, voilà, je pense qu'il y a moyen d'intégrer un peu tout ça, ce petit événement à l'histoire invisible de Narbonne, pour Mystica Narbo Martius. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous connaissez un peu plus de choses sur cet événement, à me le partager en commentaire. Nous arrivons maintenant dans le XXe siècle et une époque assez importante en histoire. C'est la révolte des vignerons du Languedoc. Alors, de ce que l'on sait, à la fin du XIXe siècle, Narbonne élit un maire Élie-Brigitte, socialiste, Ernest Féroul, dit le docteur des ponts, qui soutient la grande révolte des vignerons de 1907. Alors moi, dans ma tête, direct, voilà. Silos, Ernest Féroul. Lors de la révolte des vignerons du Languedoc, le mois de mai 1907 fut celui des grands rassemblements dans les préfectures et sous-préfectures du Languedoc-Roussillon. Le premier a lieu à Narbonne où le 5 mai, un rassemblement mobilise entre 80 et 100 000 personnes. Le maire, Ernest Féroul, prend position pour la lutte des viticulteurs du Midi. Tous les comités de défense viticole des 4 départements s'adhèrent et adoptent le serment des fédérés. Je vais vous lire le serment. Tanuki. Jusqu'alors, les manifestations de Dominica s'étaient déroulées dans le calme et la discipline. Elles se voulaient pacifiques. Mais Clémenceau jugea que force devait rester à la loi et, pour établir l'ordre, il fit appel à l'armée. Depuis le 17 juin, 22 régiments d'infanterie et plus de régiments de cavalerie occupaient tout le Midi. La gendarmerie reçut alors l'ordre d'incarcérer les responsables des manifestations, dont Albert Sarraut, sénateur de l'Aude, qui refusa de cautionner cette politique et du gouvernement. Le 19 juillet, Ernest Féroul, encore lui, tiens, comme par hasard, est arrêté au petit matin à son domicile de Narbonne par le 139e régiment de cuirassiers et est emprisonné à Montpellier. 3 autres membres du comité de défense viticole se livrent aux gendarmes à Argelès. La nouvelle de l'arrestation programmée de tous les membres du comité se met le feu aux poudres. La foule entrave la progression des gendarmes en se couchant par terre. Narbonne est en état de siège. Une manifestation spontanée se crée qui réclame la libération des membres du comité et crie à la vengeance. Des incidents éclatent durant toute la journée. La sous-préfecture est prise d'assaut, des barricades barrent les rues. Le soir, dans la confusion générale, la cavalerie tire sur la foule. Il y a 2 morts, dont une adolescente de 14 ans. J'arrête là car il y a eu par rapport à un autre événement intéressant qui s'est déclenché. Introduit.
c'est la révolte des mutins du 17e. Donc c'est en fait, ces mutins venaient du 10e régiment d'infanterie de Lee, composé de réservistes et de conscrits du pays, qui avait été déplacé de Béziers à Agde le 18 juin 1907. Le soir du 20, apprenant la fusillade, environ 500 soldats de la 6e compagnie, 17e régiment, se mutinent. Ils pillent l'armurerie et prennent la direction de Béziers. Ils parcourent une vingtaine de kilomètres en marche de nuit. Le 21 juillet, en début de matinée, ils arrivent en ville, à Narbonne, à Béziers, accueillis chaleureusement par les Biterrois. Les soldats s'installent alors sur les allées Paul Riquet, que je connais très bien, quelques foires foraines, et mettent crosse à l'air. La population leur offre vin et nourriture. Le midi est au bord de l'insurrection. À Paulin, la voie ferrée est mise hors service par des manifestants qui stoppent ainsi un convoi militaire chargé de mater les mutins. À Lodève, le sous-préfet est pris en otage. Les autorités militaires ne peuvent accéder à cette mutinerie. Donc voilà, en gros, je vais pas, voilà, ça va un peu plus loin. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, les mutins du 17e ont subi une punition collective. Ils ont été affectés à Gafsa, en Tunisie. Pour, comment on va dire, punition disciplinaire. Néanmoins, ça n'avait pas calmé les choses au niveau de la révolte des vignerons qui a duré encore quelques années. Donc, voilà, pareil, cette révolte des vignerons du Languedoc, je pense que ça a été un gros événement pour Narbonne. Quand même, vous dire, une guerre civile, mine de rien, entre viticulteurs et Clémenceau, si force avec une minerie d'une force de conscrits. Donc, je pense qu'il y a une manière de lier ça avec le monde de Néphilie. Typiquement, pour moi, dans ma tête, Ernest Ferroul, enfin, très bon simulacre pour Sucélos. Qui est un satire qui adore brasser de la bière et du vin aussi. Lui, tout ce qu'il boit, comme je dis quand j'incarne Sucélos, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est sa façon d'être Agartha. Donc, je me dis qu'il y a une manière de piocher là-dedans. Peut-être que Clémenceau était le chef, connaissait l'existence des Néphilim et des sociétés secrètes. Que parmi les régiments qu'il avait envoyés pour mater la révolte, il y avait des sociétés secrètes. Peut-être changer des Templiers, peut-être y mettre la Synarchie ou les Rose-Croix, je sais pas encore. Mais je pense que voilà, c'est un terreau fertile cette époque-là pour mettre quelques petits éléments en jeu. D'ailleurs, en jeu, qu'est-ce qu'apporte cette période d'incarnation? Eh bien, en vécu, nous avons le vécu de gendarme pour le cas feu, le vécu de député pour le de l'air, des mutins du 17e, donc ces fameux mutins du régiment l'eau, des agitateurs syndicalistes pour l'élément de la lune, et forcément, révolte des vignerons, forcément, un vécu de vigneron pour le Cater. En quête ésotérique, j'avais mis par défaut Arcadia, je savais pas trop quoi mettre, et la Via Domitia. J'y réfléchis encore. Pas trop en fait quelle quête ésotérique mettre à cette époque-là. J'ai pas encore vraiment défini les enjeux ésotériques et occultes période, donc à voir. Si vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas en commentaire à me les partager. En arcane majeur, on va retrouver le battleur. Forcément, vu que j'imagine qu'il y a Sucélos dans le coin à ce moment-là, le battleur est forcément là. La justice. Pourquoi pas? Peut-être que Clémenceau était lui-même un Néphilim qui voulait la justice et faire taire Sucélos. C'est un peu trop le bordel. Je sais pas comment. Je me suis dit pourquoi pas la justice. Ancien occulte magie 1, forcément, vu que Sucélos, vu que les alchimistes, j'ai mis alchimiste à 3. Un savoir magique, j'ai mis. Un savoir ésotérique, excusez-moi. Champ magique à 1, mystère à 1, histoire invisible à 1. Templier à 2, science occulte à 2. Pareil, un peu par défaut. J'arrive pas à trop voir quel. En fait, j'arrive pas trop, en fait. L'époque de la révolte des vignerons du Languedoc, je trouve que c'est riche. Un événement pour Narbonne.
mais j'ai pas encore trouvé trop de mystique à y mettre. Donc, voilà, je réfléchis encore. Et quant à notre dernière époque d'incarnation, on arrive à la faux garage en 2000. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler de Bugarache à cette époque-là, en 2012. Et oula, il y avait eu beaucoup de reportages télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à la fin du XXe siècle, le pic de Bugarache devient une destination de choix. Hippie, age. Certains croient à des propriétés telluriques particulières à ce lieu, encore qu'il abrite trésors cachés. Bien encore qu'il s'y trouve une activité ovni. Au début du XXIe siècle se répand de surcroît l'idée que le village serait épargné par la fin du monde de décembre 2012. L'intérêt pour ce lieu est un corollaire, sa fréquentation s'accroît alors encore. Ce phénomène a diverses conséquences dont la hausse des prix de l'immobilier ou d'autres pratiques commerciales l'exploitant. Des médias diffusent des informations parlant par exemple d'atteinte au patrimoine, des organismes se penchent sur la question. La préfecture de l'Aude en vient à interdire l'accès à la montagne 3 jours autour du 21 décembre 2012, la date qui était soi-disant prévue pour la fin du monde. Bon, alerte spoiler, hein, je le mets même pas, ça n'a pas eu lieu, hein. La preuve, on est en 2024, on parle encore de ça. Donc voilà, on a interdit l'accès à la montagne pendant 3 jours ainsi que son survol aérien. Ce jour-là, on y trouve 300 journalistes accrédités, 84 médias différents venus de 10 pays. Un an plus tard, un documentaire est sorti et il raconte cet événement. Et sur YouTube, vous pouvez en trouver beaucoup, notamment un qui s'appelle justement La Volie de Bugarache, qui est un vrai faux documentaire très rigolo à regarder, très sympathique par une petite bande faite. Donc allez le voir, conseil du visionnage, allez voir La Folie Bugarache sur YouTube, vous pouvez le trouver encore facilement. Forcément, cet événement, il sent bon le terreau fertile pour tout ce qui est mystique, occulte, ésotérique. Moi, en plus, il y a une personnalité un peu borderline que j'aime bien, qui est un peu jeune. Sylvain du Rift, vous connaissez pas, il se déclare lui-même comme étant le Christ cosmique, le grand monarque, Merlin, un chanteur réincarné. Voilà, bon. Ça reste un gentil inné, c'est pas qu'il ait fait à l'époque de secte à réellement parler, pas comme Red, donc c'est plus du bord gentil lui. Non, actuellement, vous pouvez vous renseigner sur lui. Voilà, ça m'évoque beaucoup de choses. D'arrache. Au niveau de mes joueurs, il y a certains joueurs qui ont fait l'idée intéressante aussi. Ça comme période d'incarnation. Forcément, folie de Bugarache. Donc, ben, comme je vous parlais au tout début, à moins 118, on avait Arash qui s'est battu contre Serius et Olim Renégat avec son ami Buck et qui sont morts sur un pic qui est devenu le pic de Bug Arash, Bug Arak. Voilà, vous avez sûrement compris. Je vais en venir. Donc c'est un lieu qui est très lié à Arash comme personnage de la fraternité. Donc pourquoi pas dire que c'est dans ce lieu que se trouve Sastaz. Pourquoi pas. Petite alerte spoil. Tanuki. Un petit spoiler pour ce qui est prévu. Attention. Les joueurs, si vous écoutez cette vidéo, surtout, mettez la musique à fond et n'écoutez pas mes sages paroles. Car c'est le prochain scénario que je vais vous faire jouer. Hop, petit spoiler. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette période d'incarnation, ça va être un des prochains scénarios que je vais écrire. Ce qui se passe donc, c'est que la stase de Arachis, elle est bien. Et ça va être lié à pas mal d'événements. Il y a Marina qui s'y trouvait aussi en tant que hippie. Secte et tout. Marina, en tant qu'ancienne, s'est fait passer pour une Vestale à l'époque romaine.
peut-être que c'était la Vierge protectrice pendant à 1642. Voilà, il y a moyen de faire quelque chose avec elle. Et j'ai deux de mes joueurs en fait qui ont connu rapidement cette période d'incarnation, qui dans leur histoire voulaient libérer Arrache de sa stase, mais ils se sont fait tuer par des Templiers en fait. En effet, comme je vous l'ai dit, le lieu a été interdit, l'accès à la montagne de Bugarache a été interdit pendant 3 jours par la préfecture. En réalité, ce qui s'est passé, c'était que c'est organisé par des Templiers pour couvrir une de leurs missions, pour aller foutre des coups d'épée à Bugarache, car ils avaient suspecté que tous ces illuminés New Age et ces hippies étaient sûrement infiltrés par des Néphilim. En fait, ils n'avaient pas tort, car il y a la stase d'Arrache qui s'y trouve donc, et Marina y était présente, et deux autres de mes joueurs. Et voilà, en plus il y a une petite relation familiale qui s'est créée là-dedans, et ça, je viendrai quand on présentera le personnage de Elf Series et Aliat. Voilà pour ce qui est de Bugarache. Eh bien, en termes de jeu, hein, voyons voir ce que ça apporte d'aller à Bugarache, voir si on est copain avec Sylvain. Alors, en termes de vécu, on peut être un policier anti-émeute, un vécu de feu, ou un scientifique, hein, de comprendre s'il y a vraiment quelque chose qui se cache à Bugarache, l'élément de l'air, un journaliste, il y a beaucoup qui ah, KO pour moi, ou ce que j'appelle un illuminé, donc un membre d'une secte ou un hippie, un compagnon de Sylvain du Rift, venez chercher l'illumination sur la montagne, ça serait de la lune, ou alors être dans le corps d'un villageois local de Bigarache, qui regardait d'un œil un peu flegmatique tout cela, tout ce cirque médiatique, et lié forcément au Cater. Alors, en quête ésotérique, j'ai forcément direct pensé à l'exode sidéral. Ça me paraît mais logique quand il y en a, quand vous dites qu'il y en a certains comme Sylvain du Rift qui se prenaient pour le Christ cosmique, le grand monarque et qui pensaient qu'il y avait des ovnis à Bugarache, que ça servait d'antenne relais pour contacter la déesse Isis. Ça semble bien bas. Et le vent de Cerse. J'ai réfléchi en fait à faire revenir Cersus à Bugarache. Vu que c'était un lieu où il a combattu Arash et Buck. Il peut y avoir encore une présence cas de Cerse. Donc, pas. Arcane majeur, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai mis une arcane au choix. Démerdez-vous avec ça. Ancien culte, je me suis dit, c'est bien chargé, donc on est la magie à 1, la cabale à 6, l'alchimie à 3. Et en savoir ésotérique, ah ben j'ai balancé toutes les sociétés secrètes. Et que ça devait être bien la fin du monde de 2012, la foire à la société secrète. Donc on y retrouve les Templiers à 2, la Synergie à 2, les Roros se croient à 2, 666 à 1. J'avoue que c'est une société secrète que je ne connais pas trop. Et Révélation à 1. Voilà. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Bien, voilà. J'ai fini de vous présenter toute l'histoire visible et invisible de Narbonne. Marcius, la mystérieuse. Donc c'est un cadre de jeu qui est bien avancé. Je travaille dessus. Mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup à explorer. Beaucoup de choses. Vraiment, je tiens vraiment à vous le dire. N'hésitez pas vraiment que vous soyez, je sais pas moi, Lyon, bon, Lyon ça a déjà été exploité par Nifi. Charleville-Mézières ou Martigues, d'autres villes de France à puiser dans votre terreau local de légende, d'histoire, pour vraiment mettre ça à la sauce Néphilim. Moi, Narbonne n'arrête pas de me donner des idées pour développer ce setting de jeu. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de découvrir les légendes de Narbonne. Je vais vous faire un petit. On parlera de la chimère de cendre. On parlera de la Fénor et de Begarache, forcément. On parlera du vent de Cerse. Et on parlera de la Via Domitia. Et aussi de certaines autres légendes comme la Fée Bistande.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous a fait découvrir l'histoire de Narbonne à travers Philly. Ça vous donnera envie de jouer par vous-même ou peut-être de venir sur le Discord de Time to Roll en promotion pour les copains, de m'y rencontrer et de pourquoi pas me demander de vous faire jouer sur ce setting. Moi, je serais très heureux de maltraiter d'autres nouveaux joueurs à Narbonne et pourquoi pas un jour de se rencontrer bien sur place. C'est une belle conclusion, mes joueurs et tous ceux qui vivront des aventures holistiques à Narbonne. Et bien sur ce, au revoir et rendez-vous prochaine partie de mes joueurs au sein de Narbonne, des présentations de personnages et les légendes de Narbonne. Cher Tanuki, bonsoir et rentrez bien.